N'hésitez pas à le faire, vous montez, vous savez déjà comment ça se passe. Le panel est libre, c'est ouvert à tout le monde. Vous montez à condition qu'on reste poli, qu'on reste courtois et qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Donc voilà. Et je commence donc le livre, je vais pas le lire entièrement, on l'avait déjà lu, donc je vais skipper un peu quelques parties. Bonjour Maureen, l'africaine. Bonjour Valère Eric. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. On a un live qu'on va faire comme d'habitude, hein, le live du vendredi. Mais comme je disais tantôt, les lives du vendredi, ceux qui sont habitués savent que le vendredi, on lisait. C'était des lives basés uniquement sur la lecture, c'est-à-dire que les gens voulaient vraiment écouter, lire, écouter voilà. Maintenant, on est en année électorale. Bonjour Cédric, bonjour. Donc, le live du vendredi, on l'a un peu modifié. Donc, désormais, ça sera un peu de lecture, mais ensuite, un peu de débat aussi. Donc, dans la première partie, ça sera la lecture. Ceux qui veulent monter parler, ceux qui veulent monter dire quelque chose, vous pouvez le faire depuis le début, hein. Il n'y a pas un moment où je dis, c'est à partir de maintenant que les gens montent. Donc, vous montez quand vous voulez. Après la lecture, on va maintenant rentrer dans les sujets qui sont un peu d'actualité cette semaine. Par exemple, il y a la déclaration que le professeur Maurice Kamto a fait ce matin même concernant le monsieur qui a été enlevé au nord parce qu'il avait exposé les gars du RDPC qui gardaient les cartes d'identité des Camerounais chez eux. Donc, on va parler de ça. On va parler de la sortie d'Abdourahmane concernant toujours le Conseil constitutionnel et les CAM. Et enfin, on va parler de la liste qui circule là où on a le nom des différentes personnes, des différents partis politiques qui sont censés être autorisés à participer, à présenter un candidat pour l'élection de 2002 d'octobre. Donc, on va parler de ça. Et en parlant de ça, on va être très pédagogue parce qu'on va parler non seulement de la Constitution, mais également du code électoral parce qu'il faudrait que nos arguments soient basés sur un fondement légal. Donc, on va parler de ça pour amener les gens à comprendre que il y a plusieurs manières de présenter une candidature de présenter sa candidature pour une élection présidentielle. Il n'y a pas que le fait d'avoir un parti politique qui a des élus. On va en parler voilà en dernier ressort. Hein. Donc, on va d'abord évacuer toutes les autres questions et puis on va revenir sur ce sujet-là qui me semble être le plus intéressant, même si effectivement, comme je le disais, la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Il nous l'a dit, il nous l'a confirmé. Mais on est sur les réseaux, il faut bien se dire que il y a des personnes qui lisent un communiqué, ils le comprennent d'entrée de jeu d'un trait. Il y en a qui lisent, ils ne comprennent pas, ils ont encore besoin qu'on leur martèle, qu'on leur explique pourquoi ils disent ceci, pourquoi ils disent cela et tout. Et donc pour le faire, on va se baser sur des supports, hein. Donc les supports qu'on a dans notre pays, c'est la Constitution et le code électoral et c'est écrit en noir sur blanc. Donc voilà. Moussa dit que le panel n'est pas à tout le monde. Vous m'avez bloqué à chaque fois que mon opinion. Non, Moussa, si vous avez une opinion qui est tordue, ou bien si vous manquez de respect aux gens, ou bien si vous parlez de tribalisme, si vous êtes un tribaliste, c'est clair qu'on va vous muter parce que le tribalisme, ce n'est pas un argument, ce n'est pas une opinion. C'est puni. Et si vous ne respectez pas les positions des uns et des autres, de la même manière qu'on respecte vos positions, il faudrait que vous appreniez à respecter celles des autres. Donc, si on vous mute, ce serait sûrement, ce n'est pas pour rien. C'est sûr qu'il y a toujours un motif pour lequel on vous mute ou bien on vous bloque. Donc, vous voyez, vous êtes là, moi, je vous ai pas muté, je vous ai pas bloqué, hein. À moins que vous commenciez à dire des choses complètement tordues, là. Mais si vous restez courtois, il y aurait pas de raison de... Ok, Chax, merci. Ça m'étonnait, je disais, mais pourquoi Merci beaucoup, merci. Bonjour, Lozo Papi, bonjour, Ngan. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Donc, on va commencer la lecture de ce beau livre. Et maintenant, Maurice Kamto, que je vous invite à prendre... Non, oui. Et maintenant, Maurice Kamto, écrit par le maître Yondo Black, que vous connaissez tous. Et moi, j'ai choisi on avait déjà lu ce livre. Moi, j'ai choisi de le relire parce que je trouve que ce qui est dit à l'intérieur est très, très, très important et très intéressant. Et ça vient surtout d'un homme qui a des convictions très solides, qui a des convictions très fermes, qui est sûr de ses positions et pas sûr par fanatisme, mais sûr parce que c'est quelqu'un qui a compris la structure politique et géopolitique de notre pays. C'est quelqu'un qui a compris le fonctionnement de ce gouvernement. C'est même quelqu'un qui a subi les affres de ce gouvernement-là et qui s'est dit à un moment donné, voilà ce que je pense pour le Cameroun. Et quand il dit « et maintenant Maurice Kamto »,
Kamto, ce n'est pas parce qu'il veut imposer Maurice Kamto à quelqu'un. C'est parce qu'il se dit, quand je regarde la sphère politique au Cameroun aujourd'hui, la seule personne qui inspire confiance, la seule personne qui inspire le changement, la seule personne comment je vais dire ça, la seule personne à qui, quand on regarde, on se dit, ah, finalement, voilà quelqu'un qui se lève et qui dit les choses différemment, qui pense différemment, qui sort complètement des chantiers battus de ce gouvernement-là, qui n'entre pas dans les petits box dans lesquels on veut le mettre en tout temps, qui ne se plie pas aux exigences de ce gouvernement-là et qui se dit, ben, finalement, voilà quelqu'un qui se présente comme ça et au lieu de se disperser, au lieu de disperser les voix, au lieu de créer des partis politiques à n'en plus finir, pourquoi ne pas se mettre derrière ce monsieur-là? C'est Yondo Black c'est Maître Yondo Black qui le dit et c'est pas moi. Pourquoi ne pas et c'est ça, c'est son analyse à lui. Il dit, pourquoi ne pas tous se mettre derrière ce monsieur-là parce que notre pays en ce moment, au-delà du fait de vouloir dire, OK, il faut qu'on ait une alternance politique et tout, on a vraiment besoin de quelqu'un qui va d'abord venir restructurer le Cameroun. Sur tous les points, restructurer le Cameroun et ensuite gouverner le Cameroun. On a vraiment besoin de ça. Et donc, voilà plus ou moins la position de Maître Yondo Black. Et c'est quelqu'un qui a mené énormément de luttes aussi, hein, qui a même fait la prison au Cameroun à cause de ses opinions. Donc, j'ai vu il y a de cela quelques jours, une vidéo que quelqu'un avait publiée où, effectivement, il était en conférence, je sais pas si c'était une conférence, mais avec le professeur, le père Albert Zonga. Chez le père Albert Zonga, ils étaient en train de parler et tout, et il expliquait un peu ce qui se passait au Cameroun, pourquoi est-ce que on exacerbe le tribalisme et tout. Et il y a un monsieur qui a fait irruption pour lui dire non, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a pas été déclaré, il faut arrêter tout de suite, machin. Donc, voilà un peu pour avoir une idée du monsieur. Vous pouvez chercher son livre. Je l'ai pris sur Amazon. Vous le trouvez. Il est toujours disponible. Vous le prenez sur Amazon et il coûte pas cher. Il coûte pas très cher. Il coûte 20 euros. 20 euros. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur Amazon. Monsieur Moussa, bonjour. J'ai même pas encore commencé la lecture que vous voulez déjà prendre la parole. Aucun civil ne pourra diriger le Cameroun après Paul Biya. Après Paul Biya, ce sera le régime militaire à vie. D'accord, état-major, je pense que ta tête est aussi vide que ton crâne qui est lisse comme je ne sais pas quoi. Si c'est cette vision que vous avez pour le Cameroun, vraiment, on est mal mis parce que si vous étiez un peu intelligent, si vous aviez la possibilité de pousser votre raisonnement un peu plus loin, vous ne pourriez pas dire ça. C'est quand même dommage qu'on soit arrivé à un point où certaines personnes pensent que après Biya, le Cameroun doit s'arrêter, que après Biya, les Camerounais doivent arrêter de vivre parce que soi-disant en partant, il part avec le cordon ombilical de tous les Camerounais. Les Africains sont arrivés à plébisciter les coups d'État. Vous êtes arrivés à plébisciter les coups d'État. C'est dire à quel point vraiment ça ne donne même pas envie de discuter avec vous parce que le niveau de compréhension est très bas. Vous avez un régime qui est là depuis 42 ans. Avant lui, il y avait un autre régime politique qui était déjà là. C'était pas un régime militaire. Mais vous êtes tellement borné, le régime vous a tellement mangé le cerveau que pour vous ne pensez pas qu'il faudrait que les Camerounais vivent mieux. Vous ne pensez pas qu'il faudrait que la situation du pays s'arrange. Non. Ce qui vous intéresse, c'est que les militaires prennent le pouvoir et qu'ils gardent le pouvoir au Cameroun à vie. Le régime militaire ne veut pas dire coup d'État. Depuis quand les militaires sont censés gouverner un pays? Ça ne va pas dans vos têtes ou quoi? Et puis il insiste même. Tu dis ce qui va passer à qui? Tu dis ce qui va passer à qui? Pourquoi tu ne nous dis pas? Pourquoi tu ne nous dis pas ce qui va arriver demain? Pourquoi tu ne nous dis pas si demain tu seras encore en vie ou pas? Pourquoi tu ne nous dis pas si demain le monde va s'arrêter ou pas? Tu nous dis je vous dis ce qui va se passer. Parce que toi tu es qui? Tu as des visions peut-être? Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Quand on a des gens qui ont des esprits aussi petits, mais on fait avec, on vous laisse commenter, on vous laisse dire ce que vous avez envie de dire, c'est pas, voilà. Donc, mes gens sont là, je suis très heureuse que vous soyez sur le panel, Wamakoul, Marc, Jax, merci d'être là. Allez, vous me coupez quand vous voulez. Bonjour Kemda, je t'en prie. Ok, moi je vais donc te muter et je vais te bloquer pour que tu ailles au chiottes, voilà, parce que tu es un petit con. Voilà. Ok. Donc, je lis.
Donc, je commence par l'avant-propos. Je n'ai pas lu la préface parce qu'on avait déjà lu. Donc, je vous ai dit que on va pas relire tout le livre. Donc, je commence. La dernière fois, avant de lire ce livre, j'avais quand même un peu lu la vie de Maître Yondo Black. Bon, je vais commencer par la 4e de couverture quand même. Il faudrait que je le fasse. Personnellement, et voici ce que Maître Yondo Black dit en 4e de couverture. Personnellement, je ne suis ni du parti politique de Maurice Kamto, ni de sa communauté ethno-tribale, et ne suis membre avec lui de quelque organisation sociale que ce soit. Mais par amour de la patrie et dans l'intérêt de la nation, j'appelle le peuple de l'opposition à lui apporter son soutien, tout son soutien, comme cela s'est passé sous d'autres cieux, afin que de nos efforts communs et de la volonté de tous naisse un Cameroun nouveau. J'affirme humblement que le professeur Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun en ce début de siècle. Dans le monde politique, il apparaît en effet comme le meilleur du moment. Le meilleur parce que, par ces temps difficiles, où une autocratie confisque tout sans partage et n'hésite pas de mettre à mort, le professeur Maurice Kamto a un discours rassembleur. Il ratisse large. Il nourrit un rêve pour son pays, et ceci n'est guère surprenant, car avec son urgence de la pensée, il avait déjà élaboré dans sa tête l'idée du Cameroun qu'il voulait. Il sait, sans les rendre, recevoir les coups de la part de ceux qui, par amour propre, ne veulent pas reconnaître qu'ils ont perdu. Il sait éviter toute polémique qui ne serait qu'une débauche sans intérêt d'énergie à une passe de la vie où le pays a besoin de la contribution de ses enfants, de tous ses enfants. Il est venu faire la politique autrement. Ce qui l'expose à la vindicte de la vieille école où la compromission, le clanisme, le népotisme, la corruption, la secte sont à la base de toute promotion sociale. Je vais relire cette partie. Il sait, sans les rendre, recevoir les coups de la plupart de ceux qui, par amour propre, ne veulent pas reconnaître qu'ils ont perdu. Il sait éviter toute polémique qui ne serait qu'une débauche sans intérêt d'énergie à une passe de la vie où le pays a besoin de la contribution de ses enfants, de tous ses enfants. Il est venu faire la politique autrement, ce qui l'expose à la vindicte de la vieille école où la compromission, le clanisme, le népotisme, la corruption, la secte sont à la base de toute promotion sociale. Voici ce que Maître Yondo Black dit du professeur Maurice Kamto. Et hier, vous vous souvenez que sur le panel de Bangaman, je fais un petit parallèle. On était avec sur ce panel-là avec Crépin Nyamsi. Et Crépin Nyamsi nous a dit tellement de bêtises, moi je vais le dire comme ça. Et à un moment donné, il nous dit, l'homme politique est flou. L'homme politique doit être flou. Et moi, je lui disais que quand il parle de flou, en réalité, il a tellement voulu flouter sa personne qu'il est complètement devenu noir, il est complètement passé dans l'obscurité. Et quand je lis ça, hier, je lui disais déjà que le professeur Maurice Kamto a mis la politique au Cameroun à un tel niveau que, pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir, pas nécessairement être un intellectuel, hein, parce que cette affaire d'intellectuel là, vraiment, mettons un peu ça de côté. Il faut avoir une certaine jugeote. Il faut avoir une bonne capacité de compréhension des choses basiques. Il faut avoir gardé son esprit cartésien et sa capacité de discernement. Si on n'a pas cette capacité-là, le niveau où le professeur a mis la politique là, ce serait difficile de l'atteindre. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, c'est-à-dire que vous leur dites que le ciel est bleu, ils vous disent que non. La seule couleur du ciel, c'est le noir. Le ciel ne peut être que noir. Donc voilà. Voilà ce que disait le maître Yondo Black. Maintenant, pour savoir un peu de qui on parle, on dit Yondo Black est un ancien avocat au barreau de Cayenne. Rentré au Cameroun, son pays natal, il s'inscrit au barreau du Cameroun en 1971 en s'installant à Douala, ville de ses ancêtres. Quelques années plus tard, il devient le bâtonnier de l'ordre. À la tête de ce prestigieux ordre pendant 5 années, il organise et, de l'aveu de ses confrères, son expérience
et son savoir-faire lui valent encore aujourd'hui l'estime et la considération de tous. Donc voilà un peu qui est Maître Yondo Black. Donc, il n'est pas, puisqu'il disait en quatrième de couverture, personnellement, je ne suis ni du parti politique du professeur Moïse Kamto, donc il n'est pas du MRC du tout, on ne peut pas on peut pas l'accuser ou le taxer de partisanerie, ni de sa communauté ethno-tribale. Donc, on dit qu'il est rentré à Douala, il s'est installé à Douala, la terre de la ville de ses ancêtres. Et il dit, et ne suis avec lui voilà, et ne suis membre avec lui autant pour moi de quelque organisation sociale que ce soit. Donc, il ne partage vraiment rien. Il ne partage rien. Sinon, le fait peut-être d'être des avocats, sinon le fait peut-être d'être des juristes et tout. Donc, voilà. C'est aucune partisanerie. Donc, quand on prend un livre comme ça, on s'attend et on sait que ça va être objectif. Je commence donc avant-propos. Les hommes et les femmes qui n'arrêtent pas de pousser Paul Biya à l'erreur sont ceux qui l'applaudissent de deux mains lorsque celui-ci s'offre dans le monde en mendiant de la paix entre guillemets, à la place de le pousser à s'interroger sur les raisons qui ont conduit ses compatriotes à perturber cette paix vers laquelle, semble-t-il, il ne cesse de courir. Le pays est malade, il souffre d'un mal profond. Et je ne peux m'empêcher de dire que l'heure est grave. J'en appelle avant tout à certains hommes des médias. Vous avez mission d'informer, de former, à la limite de contribuer à l'éducation. Arrêtez donc, messieurs de la presse, de nous enfumer en parlant de politique de main tendue du président de la République par l'élargissement des responsables du MRC, embastillés pourtant injustement pendant 9 mois, après les détenus de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone, en tirant les conclusions qui n'engagent que vous, sans que vous y soyez autorisés par le maître des lieux, décrétant péremptoirement que ceux qui avaient choisi de surfer sur le contentieux post-électoral tournent définitivement cette page de l'élection présidentielle d'octobre 2018 pour se mettre au service de la nation. Votre rôle est de rendre objectivement compte des faits. Et là, il s'adresse à la presse. Votre rôle est de rendre compte objectivement des faits, laissant à chacun la liberté de les analyser en fonction de sa sensibilité ou de l'écartement de son compas. Les qualificatifs collés à Monsieur Biya, d'homme de tempérance, d'homme de tolérance, de père de la nation, de l'homme qui a fait de la paix son patrimoine, ne sont pas des solutions que l'on attend de l'homme d'État en charge de son pays. Maître Yondo Black nous dit que ce n'est pas, quand on est président de son pays, on ne sait pas parce qu'on dit que vous êtes un homme de tempérance, vous êtes un homme de tolérance, vous êtes un homme qui est un mendiant de la paix, ce n'est pas pour ça qu'on vous a élu. On ne vous a pas élu pour que vous deveniez ça, on vous a élu pour que vous travailliez et pour que vous continuez de sauvegarder un certain nombre de choses en ce qui concerne ce pays-là, notamment sa souveraineté. Il dit, Maître Yondo Black dit, ce n'est pas pour ça qu'on l'a voté. Ostensiblement, le Cameroun est en guerre civile dans le Nozo depuis 3 ans. Des morts que l'on ne compte plus, des villes désertées, des maisons et même des hôpitaux incendiés, des écoles fermées, des hommes et femmes réfugiés au Nigeria, un pays voisin, quand ils ne se cachent pas dans la forêt, tout cela sous l'œil indifférent de celui que vous appelez pompeusement le père de la nation. Si je n'étais pas de l'école de la tolérance et du respect de l'opinion de l'autre, j'aurais grossièrement envie de vous dire, fermez-la. Si vous, de la presse, vous vous engagez sur le chemin de la politique comme citoyen, personne ne peut vous l'interdire, mais alors faites-le à fond avec l'objectivité que commande votre statut. Le chef de l'État est un mandataire du peuple souverain auquel il est tenu de rendre compte et ne saurait se muer en mendiant de la paix. Aussi doit-il être et rester cet homme d'État qui apporte des solutions aux problèmes aussi multiples que variés auxquels son pays se trouve confronté. Vous êtes-vous demandé dans quel état le président Biya a reçu le Cameroun des mains de son illustre prédécesseur en 1982 et dans quel état ce pays se retrouve aujourd'hui?
Vous souvient-il de cette déclaration de Paul Biya à Baden-Baden, alors qu'on le soupçonnait d'avoir fui le pays, et je cite, il disait: « Comment peut-on fuir un pays en si bonne santé économique où les salaires sont payés régulièrement, où il n'y a aucune poche de résistance ?» Ça, c'est ce que Biya demandait déjà. Donc, il affirme lui-même que son pays fonctionnait bien au moment où il le prend des mains, il le récupère des mains de son prédécesseur, Amadou Ahidjo. Après un état des lieux objectivement fait et sans complaisance, nous restons convaincus que vous, mettrez moins d'hardiesse à inviter vos compatriotes à se mettre au service du Cameroun. Vous le ferez certes, mais après un ensemble de préalables qui seront pour vous, comme pour tout le monde, doués de raison, un véritable tableau de bord. Voilà ce que nous entendons d'une presse engagée. Donc, on dit souvent de la presse que c'est le quatrième pouvoir. C'est parce qu'elle a le pouvoir de faire et de défaire. Et Maître Yondo Black le rappelle si bien. Elle ne va pas sans dire, elle ne va pas sans des points d'interrogation. Dans des pays comme le nôtre où la culture politique ne doit pas être là pour faire accepter les choix et les décisions du gouvernement. Je répète ça. Dans des pays comme le nôtre, où la culture politique est peu éveillée, la presse ne doit pas être là pour faire accepter les choix et les décisions du gouvernement. Elle contribuerait, ce faisant, à la manipulation de l'opinion. Ce qu'ailleurs, on dirait faire du média mensonge. Je ne veux cependant pas dire que toute la presse est pourrie, mais force est de constater que nombre de ces acteurs sont à l'origine de l'immobilisme que nous vivons. Donc, le maître Yondo Black accuse la presse camerounaise de participer à cette, je ne sais pas si on dit endormissement, je ne sais pas, des Camerounais. La presse contribue à ça à chaque fois que, au lieu de remettre en question ce que le gouvernement fait, elle accompagne les choix du gouvernement et les accepte. Et quand elle accepte ces choix-là, d'une certaine manière, puisqu'elle a la capacité de manipuler l'opinion publique, elle impose ces choix-là aux populations. La presse en est capable. La presse fait de la même manière qu'elle peut faire des gens. C'est de cette même manière-là qu'elle les défait. De la même manière que la presse est capable de vous faire croire que ce sont des bourreaux qui sont des victimes, elle est aussi capable de vous faire croire que ce sont les victimes qui sont les bourreaux. Ils ont cette capacité-là. Et donc, ils sont, d'une certaine manière, selon Maître Yondo Black, responsables du fait que les Camerounais soient restés aussi peu éveillés et presque endormis en ce qui concerne la politique de notre pays. La presse joue un rôle fondamental. Comment se fait-il que Paul Biya, le président qui a reçu mandat de présider aux destinées de son peuple, décide de mettre fin aux procédures qu'il a engagées, mais il ne signe pas lui-même l'acte portant cette décision? Il décide de mettre fin aux procédures qu'il a engagées, mais ne signe pas lui-même l'acte portant cette décision, et il le fait par un acte sous signature de son secrétaire général, alors qu'il est sur place et qu'aucun empêchement officiel n'est constaté. Ça, c'est un très bon point que Maître Yondo Black soulève. Il est là. C'est ce qu'on vit actuellement, non? On a appelé ça comment? Les décrets là, les autres instructions, voilà, c'est ce qu'on vit depuis 2019. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre depuis 2019. Et Maître Yondo Black dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut s'engager pour quelque chose, mais il ne signe pas lui-même l'engagement qu'il prend? Et il fait plutôt signer ça par son secrétaire général, alors que lui, il est présent et qu'aucun empêchement n'est constaté. Parce que si un empêchement était constaté, on pourrait dire, ben, effectivement, il n'est pas là. Donc, c'est tout à fait normal que peut-être quelqu'un d'autre prenne le relais, parce que l'État doit continuer de fonctionner, même si le président n'est pas présent, même s'il n'est pas en santé, même s'il est empêché. Le pays doit continuer de rouler, de circuler, de fonctionner. Mais il est présent, il n'est pas empêché. Il prend des engagements. Mais il ne les signe pas lui-même, il les fait signer par quelqu'un d'autre. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et il continue en disant, voilà une première question qui nous vient spontanément à l'esprit. Comment comprendre que cet arrêt des poursuites aurait pu promouvoir un climat de paix, de concorde et une vie politique apaisée, mais voir le président Biya exposer le pays à un dialogue prétendu national si coûteux?
On parle d'une dizaine de milliards de francs CFA. Une dizaine de milliards de francs CFA dépensés par l'État du Cameroun pour organiser ce qu'ils ont appelé le grand dialogue national, qui n'était en réalité que le dialogue des mendiants. Un flop total. Et pour cela, ils ont dépensé pas moins de 10 milliards de francs CFA pour s'asseoir et parler. Et parler d'un problème qui n'est pas résolu jusqu'aujourd'hui. Et je continue la lecture. Et alors même que les travaux de ce dialogue n'étaient pas encore arrivés à leur terme, il en vient à ordonner l'arrêt de ces poursuites. Et ça sera là notre deuxième question. C'est dire qu'il avait en main la solution. Alors, pourquoi avoir joué la carte du pourrissement? Ça, c'est Maître Yondo Black qui s'interroge. Et il continue. Ou c'est de la responsabilité, ou alors ces méthodes échappent à notre entendement collectif. Ou c'est de l'irresponsabilité. Ben, j'avais même lu quoi? Qu'est-ce que j'avais lu? Je ne sais pas ce que j'avais lu tout à l'heure. Ou, Maître Yondo Black dit, ou c'est de l'irresponsabilité, ou alors ces méthodes échappent à notre entendement collectif. Et comme cela ne suffisait pas, le chef suprême des armées a fait essuyer au pays la pire des humiliations qu'un chef d'État ait pu essuyer en visite officielle à l'étranger. Ses propres compatriotes de la diaspora l'ont contraint à sortir, toute honte bue, par la petite porte du territoire de ce pays, pourtant ami. Et les langues disent même que, de peur d'essuyer de la part de cette diaspora de nouvelles déconvenues, il n'ose plus sortir du pays, se contentant de se replier dans son Vokmeka natal. Tout le monde sait que pendant un bon bout de temps, le président ne sortait plus du pays à cause de à cause des actions des Camerounais et surtout des actions de la base menée en Suisse quand il était à l'hôtel intercontinental. Donc, Maître Yondo Black en parle. Le Cameroun a mal et son mal est profond. Jamais l'argent n'a été autant sorti des caisses de l'État pour que son gouvernement, sous votre gouvernance. Et pourtant, rien ne marche. Dans cette dissipation des fonds publics où le milliard semble être l'unité de valeur, on constate à notre grand émoi qu'il y a une espèce de caste au Cameroun qui se trouve protégée contre toute poursuite judiciaire. Il ne lui arrive jamais rien à cette caste-là. Ses membres peuvent commettre toutes sortes de bourdes. Ils n'auront jamais à rendre compte. Peut-être faudrait-il que le citoyen en vienne un jour à prendre le temps de se demander comment le produit des impôts qu'il paye est dépensé. Mais Yondo Black nous invite à nous interroger, à nous poser des questions. Il faudrait que nous nous interrogions sur la situation de notre pays et qu'on pose les vraies questions. Je paye les impôts, nous payons des impôts tous les jours, mais où va donc l'argent de ces impôts-là, puisque nos conditions de vie ne changent pas du tout. Rien ne change, au contraire, la situation s'empire au Cameroun. Et donc, il nous invite à l'interrogation, à nous poser des questions. Parce que c'est aussi ça qui va nous sortir de ce sommeil profond dans lequel on est là. Je voudrais rédiger un ouvrage que mes citoyens liront tout simplement comme l'expression d'un citoyen qui s'interroge au-delà de tout clivage partisan, en marge de toute chapelle politique. Je voudrais, pour y parvenir, procéder par des exemples sur des faits sociaux qui ne devraient pas laisser indifférent tout être doué de raison, s'aimant et aimant les autres comme soi-même et ayant un amour sans faille pour la patrie et un égal sens de partage. Voilà. Atango, si tu me votes, c'est que tu n'as rien compris, quoi. Tu as un éminent professeur de droit, l'un des meilleurs de sa génération, et pas qu'au Cameroun, dans le monde. Tu as le meilleur opposant camerounais aujourd'hui, en 2025. Et moi, pauvre petite fourmi, tu me demandes de poser ma candidature, tu vas me voter. Tu vas me voter que je vais gouverner quoi? Je vais gouverner qui? Tu ne peux pas être sérieux un seul jour de ta vie, toi. Un seul jour de ta vie, tu réussis à être sérieux. Moi, je représente absolument rien. C'est pas parce que je fais des lives, je lis quelques livres, je discute avec les gens que j'aurais, comme par enchantement, les pouvoirs de gouverner un pays. Tu sais ce que c'est que gouverner un pays? À Tango, tu sais ce qu'on appelle gouverner un pays?
Et si tu me dis ça et que tu es sérieux, ça veut dire que, ben, on comprend pourquoi tu élève un peu le niveau, c'est-à-dire que, monte un peu. Au fur et à mesure, on est en 2025. En 2024, ce n'était pas bon. Tu nous as parlé d'Akehemuna. Tu as dit que ton candidat c'était Akehemuna. Akehemuna a présenté sa candidature. Tu n'as plus jamais parlé de lui. Monte, essaye un peu. Ouvre les chakras. Ouvre bien. Ouvre. Ok? Mais ne mutez pas à Tango. Il va vous distraire en commentaire. Je continue. Les Anglais ont décidé de quitter l'Europe pour une raison très simple. Marquer leur volonté de maîtriser. Marquer leur volonté de maîtriser. Le contrôle de leur monnaie, de leurs lois, de leurs frontières et de leur politique commerciale. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne comprennent pas qu'après qu'ils aient inventé la démocratie, vécu la glorieuse révolution de 1789, institué l'habeas corpus, l'originalité de la liberté britannique soit bradée à si vil prix. Je reprends ça. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne comprennent pas, donc les Anglais qui sont sortis de l'Union européenne, pour beaucoup d'entre eux, ils ne comprennent pas qu'après qu'ils aient inventé la démocratie, vécu la glorieuse révolution de 1789, institué l'habeas corpus, l'originalité de la liberté britannique soit bradée à si vil prix. L'originalité de la liberté britannique est en effet la prééminence du droit. Elle repose sur la souveraineté du Parlement. Or, avec le traité de Lisbonne, la constitution de l'Europe, l'Angleterre a perdu sa souveraineté sur son droit, c'est-à-dire les décisions prises par Bruxelles sont prééminentes sur le Parlement britannique. Ce qui pour eux est une abjection parce que, faisant fi du libéralisme qui est une doctrine juridique développée par Locke, un de leurs fils à la fin du XVIIe siècle et qui faisait sa fierté, précisait entre autres que tout le monde est égal devant la loi et l'État n'a pas le droit de vous spolier des fruits de votre travail. Je reprends. Tout le monde est égal devant la loi et l'État n'a pas le droit de vous spolier des fruits de votre travail. C'est à partir de cet état des lieux que prennent sens la vision et l'ambition de Maurice Kamto pour le Cameroun. Voilà, on continue. Alors, Maurice Kamto, une vision et une ambition pour le Cameroun. De l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action. De Maurice Kamto, le grand public et l'opinion internationale connaissent l'imminent professeur de droit et l'imminent homme de loi, le leader politique porteur d'un projet de transformation sociale pour la renaissance du Cameroun. Moi, j'aime bien quand il parle de projet de transformation sociale. Projet de transformation sociale pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto n'a pas attendu d'accéder à la présidence du parti politique dont il est aujourd'hui le leader pour exprimer sa vision de l'Afrique et du Cameroun. C'est depuis l'année 1985 qu'alors âgé de 31 ans seulement, il se met en devoir de réflexion sur l'avenir des sociétés africaines dans un monde déjà en proie à des convulsions qui culmineront en 1990 avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement des totalitarismes communistes. Il a la conviction profonde qu'un monde nouveau est en éclosion, des paradigmes qui ont inspiré la marche des sociétés humaines durant le XXe siècle révèlent chaque jour un peu plus leur obsolescence. Et l'Afrique qui jusqu'alors s'est construite en puisant dans le prêt-à-porter idéologique des puissances mondiales dominantes, et je reprends ça, et l'Afrique qui jusqu'alors s'est construite en puisant dans le prêt-à-porter idéologique des puissances mondiales dominantes, doit plus que jamais s'atteler à construire des paradigmes endogènes à partir desquels elle pourra proposer à ses filles et fils un contrat social à la hauteur de ces défis historiques
et de l'espérance de ses peuples. Elle doit résolument et d'urgence cesser de prendre plaisir à, entre guillemets, dormir sur la natte des autres. Car, comme le rappelle fort heureusement Joseph Kizerbo, citant un proverbe africain qui dit « Dormir sur la natte des autres, c'est comme si l'on dormait par terre. » Fin de citation. D'où l'urgence de la presse. Non, qu'est-ce que je raconte? D'où l'urgence de la pensée. Ouvrage dont Maurice Kamto précise l'objectif intellectuel et le projet historique. Et voici ce qu'il dit à l'intérieur. On va lire l'urgence de la pensée. Hein. Je vous promets qu'on va faire cette lecture-là. Je ne sais pas encore quand. Beaucoup de gens m'ont demandé cette lecture-là. On va le faire. Peut-être le mois prochain. On va lire l'urgence de la pensée. J'ai voulu y montrer le préjudice irréparable que 30 ans d'inhumanisme et de monolithisme ont causé aux peuples et aux États d'Afrique. Montrer que l'absence de pensée, ou plus exactement d'une pensée libérée, est la cause première de notre dérive collective. Que l'expression tolérante des idées divergentes dans un contexte de démocratie pluraliste est, pour l'Afrique, comme ce l'est déjà pour d'autres régions du monde, la seule véritable chance de survie, parce que le pluralisme est fondé sur la confiance dans le génie de l'homme, sur sa capacité d'invention de l'histoire, sur le potentiel insondable de son moi, notamment son désir d'être et de triompher. Fin de citation. C'est ce que Maurice Kamto dit dans l'urgence de la pensée. Il n'est pas anodin de relever que l'auteur, dans cet ouvrage qui expose ses idéaux de liberté, de justice et de prospérité partagée, choisit de s'exprimer à la première personne du singulier. Il fait le choix prométhéen du « je » et non le choix impersonnel et ou déresponsabilisant du « nous ». On comprend aussi pourquoi, jeune enseignant d'université, Maurice Kamto a séjourné dans les geôles de la police politique du Cameroun pour ses points de vue dissidents et assumés sur la conduite des affaires au Cameroun. C'était en 1985. C'était en 1985. Alors, je reviens un peu sur ce qui s'est passé hier. On nous dit qu'en 1985, Maurice Kamto était âgé de 35 ans. 31 ans autant pour moi. Je crois que j'ai lu ça comme ça. Et en 85, il avait déjà subi des affres de ce régime parce qu'il avait osé dire quelque chose qui n'allait pas dans leur sens. Il avait déjà commencé à dénoncer leur malgouvernance. Et on a quelqu'un qui nous dit hier que il a commencé à faire la politique avant Maurice Kamto. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 1989. Je ne sais pas quel âge il devait avoir en 1989. Mais il était encore en train de soutenir sa thèse alors qu'il y avait un monsieur qui était déjà en train d'écrire pour dénoncer la mauvaise gouvernance de notre pays et qui subissait déjà les affres de ce régime. Donc, c'est dit que, comme Maître Yondo Black a dit, Maurice Kamto n'a pas attendu d'être le président du parti politique MRC pour commencer à dénoncer ce qui se passe au Cameroun depuis. Il n'a pas attendu ça pour commencer à dénoncer l'état de déliquescence dans lequel se trouve non seulement le Cameroun, mais beaucoup de nos pays africains. Et il donne des propositions, il propose des solutions pour que cela change. On comprend ainsi pourquoi, jeune enseignant d'université, Maurice Kamto a séjourné dans les geôles de la police politique. Il appelle la police camerounaise une police politique. C'est pas anodin. La police politique du Cameroun pour ses points de vue dissidents et assumés sur la conduite des affaires du pays. C'était en 1985. Sollicité pour une note de lecture sur l'ouvrage du thuriféraire du pouvoir, aujourd'hui en disgrâce, chantre du nouveau régime de Yaoundé, pompeusement présenté comme celui du renouveau, le jeune enseignant de droit découvre ahuri, dans cet essai, une exhortation à l'endroit du nouveau pouvoir à réprimer toute parole dissidente, comme ce fut naguère le rôle de faire sous la dictature du précédent président Amadou Ahidjo. Dans sa note de lecture, Maurice Kamto juge inacceptable cette ode à la dictature après 25 ans de règne de plomb, de régime de plomb, qui aurait étouffé les libertés individuelles et collectives et jeté au cachot des combattants de la liberté, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Le jeune enseignant de droit sera interpellé par la police politique et soumis à un rude interrogatoire.
Auteur, il y a 30 ans, d'un appel à ne pas museler les consciences sous la Deuxième République du Cameroun, Maurice Kamto avait alors intitulé sa tribune « N'empêchez pas Prométhée ». N'empêchez pas Prométhée. Le choix grammatical du « je » dans l'urgence de la pensée n'est-il pas proprement prométhéen? En effet, cette posture tribunicienne est le propre de celui-là qui estime avoir une empreinte singulière, une marque distinctive à imprimer dans l'histoire de leur temps, car ils brûlent d'impatience d'en être les acteurs majeurs, au minimum des spectateurs engagés au sens où l'entendait Raymond Aron. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, beaucoup. À défaut d'être des acteurs majeurs, on devrait être au minimum des spectateurs engagés. À défaut d'être des acteurs majeurs, je pense que Maurice Kamto en ce moment est un acteur majeur. Maurice Kamto ainsi que toutes les personnes qui sont de son parti, ce sont des acteurs majeurs parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui font le travail. Moi je suppose que je suis une spectatrice engagée. Peut-être pas à une certaine échelle, chacun est engagé à sa manière, mais je suppose que nous qui sommes ici, nous qui prenons la parole, nous qui dénonçons, nous sommes des spectateurs engagés. Et c'est déjà pas mal. Prenant quelques libertés avec une certaine tradition académique, ça c'est Maurice Kamto qui le dit, prenant quelques libertés avec une certaine tradition académique, j'ai abandonné dans cet ouvrage le nous solennel et quelquefois affecté pour m'exprimer à la première personne du singulier. Sans doute certains pourront y déceler le signe d'une hypertrophie de mon moi. Il n'en est rien d'autre que la volonté de souligner un engagement personnel que je n'exprime pas suffisamment, le style impersonnel et aseptisé de nos dissertations universitaires. Prononçant à Yaoundé le discours de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Maurice Kamto réaffirme sa détermination à assumer sans faiblesse ni crainte son engagement humaniste pour un Cameroun digne et prospère, réconcilié avec le génie de ses filles et fils. Et Maurice Kamto disait ceci. Personne, je vous le dis, personne ne m'empêchera de dire la foi que j'ai dans notre peuple et mon désir ardent de me mettre à son service. Ils nous brocardent de l'encre de leur arrogance. Ils nous méprisent du haut de leur suffisance. Ils ont tort. Le peuple camerounais n'appartient à personne. Il est libre et majeur. Il est souverain. Il saura s'exprimer le moment venu. La dynamique qui s'enclenche aujourd'hui met en mouvement les femmes et des hommes réfléchis, organisés, patriotes dans l'âme et républicains de conviction. Fin de citation. Je vais relire ça. Chaque fois que je lis ça, ça me donne toujours un peu de chair de poule. Tellement les mots sont bien choisis et c'est fort ce qu'il dit. C'est le professeur Maurice Kamto qui le disait, Et il dit, personne, je vous le dis, personne ne m'empêchera de dire la foi que j'ai dans notre peuple et le désir ardent de me mettre à son service. Ils nous brocardent de l'encre de leur arrogance. Ils nous méprisent du haut de leur suffisance. Ils ont tort. Le peuple camerounais n'appartient à personne. Il est libre et majeur. Il est souverain. Il saura s'exprimer le moment venu. La dynamique qui s'enclenche aujourd'hui met en mouvement des femmes et des hommes réfléchis, organisés, patriotes dans l'âme et républicains de conviction. Fin de citation. C'est dire que dans son parcours politique, son engagement dans la cité, sa formation de juriste, ses acquis intellectuels, les avanies subies ont été les ferments de l'homme d'État qu'il est devenu. Donc, au lieu que ça les branle, tout ce qu'on lui a fait subir, au lieu que ça les branle, ça lui a permis de devenir l'homme politique qu'il est devenu. Il est devenu un homme. Toutes ces difficultés qu'on traverse là, ça nous rend fort, ça nous met sur le processus de la maturation. Et quand on arrive finalement à maturité, on explose. Voilà, je continue.
Alors, je ne vais pas tout lire, hein. Je ne vais pas tout lire cette partie. Ouais, elle est très intéressante même, je vais la lire. Le théoricien du droit et le penseur du politique. De l'amphithéâtre à l'arène politique, Maurice Kamto a été fidèle à lui-même car convaincu dès ses années de jeunesse qu'il y a un lien ontologique entre la pensée et l'action. Et il disait ceci, Maurice Kamto. Dans l'état en construction, l'action est capitale en tant que prolongement indispensable de la pensée. L'action est capitale en tant que prolongement indispensable de la pensée. C'est dire que, c'est mon petit commentaire, si on pense et on se limite à penser, on ne construit rien. On commence à construire lorsque le prolongement de notre pensée devient une action. Donc, je recommence cette partie. Dans l'état en construction, l'action est capitale en tant que prolongement indispensable de la pensée. Il ne peut y avoir de pensée pour soi parce que la pensée y est toujours en situation. Sauf à être pur narcissisme de l'esprit, la pensée doit prendre visage, elle doit s'incarner, s'illustrer. Tout discours qui se satisfait d'être une somme d'élocutions n'est qu'une inanité sonore, certainement pas une pensée. Fin des citations. Donc, l'invitation à l'action. Quand on parle, à force de parler, enfin, on fait naître des idées. C'est très bien de faire naître des idées qu'on transmet à travers la parole. Mais ensuite, il faudrait que ces idées se transforment de manière indispensable en action. Notre action, nos pensées se transforment en action comment? Par exemple, en s'inscrivant sur les listes électorales. On parle de changement, on veut que le pays change, on veut changer de paradigme, on veut complètement changer le visage de ce pays. Mais est-ce qu'on se contente uniquement de le dire? Si on se contente de le dire, ce ne serait que du blabla, à mon avis. On serait là à parler pour le plaisir de parler ou bien pour le plaisir de s'écouter. Mais l'État commence à se construire, le Cameroun recommencera à se construire quand nos pensées se transformeront de manière indispensable en action. Et chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité en ce moment, pour moi, signifie quoi? Ça signifie aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça signifie aller récupérer sa carte d'électeur. On saute souvent cette partie, pourtant c'est indispensable aussi. Récupérer sa carte d'électeur, aller voter, surveiller son vote et défendre son vote si on en a besoin. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nos pensées, nos paroles, tout ça va se mettre en action à travers un processus qui prendra forme afin de voir se construire, se reconstruire le pays. Et donc ça, c'est la pensée du professeur Maurice Kamto. Très poignant, très touchant. Comme Marx le disait des philosophes, Maurice Kamto estime que dans une société en crise comme l'est le Cameroun aujourd'hui, à l'instar de nombreux autres en Afrique, l'universitaire et l'intellectuel ne peuvent se satisfaire d'interpréter le monde. Ça, c'est l'analyse de Maître Yondo Black. L'universitaire et l'intellectuel ne peuvent se satisfaire d'interpréter le monde. Donc, ce qui se passe au Cameroun chez nous, c'est pour ça que certaines personnes parlent toujours négativement aujourd'hui des intellectuels. Non, non, c'est eux qui nous ont mis dans l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui. Ce sont les intellectuels qui nous ont plongés dans cet état-là. Oui, ils nous ont plongés dans cet état-là parce qu'ils se chargent simplement d'interpréter le monde. Et quand ils interprètent le monde, parfois, ils l'interprètent de manière biaisée parce qu'ils doivent tout faire pour continuer d'avoir leur prébande, d'avoir leur poste, d'avoir leur marché public et ainsi de suite. Donc, c'est des intellectuels qui sont complètement mis à la solde et qui sont complètement sous la coupole d'un régime pour lequel ils sont obligés d'une certaine manière de chanter les louanges. Enfin, pas obligés, c'est un choix. Quand on chante les louanges d'une dictature, c'est toujours un choix. Encore plus quand on se dit être un intellectuel. Donc là, Maître Yondo Black nous dit, à travers la parole de Maurice Kamto, que les intellectuels et les universitaires ne peuvent pas se satisfaire d'interpréter, de passer le temps en longueur de journée à interpréter le monde. Quand vous avez fini d'interpréter le monde, il faut que vous passiez à l'action. Il faut que le prolongement de votre pensée, de votre interprétation du monde soit la reconstruction de ce monde-là, quand il est en faillite, à travers vos actions.
Boat 237, non, malheureusement, je ne fais plus les lectures le matin, mais plutôt dans l'après-midi. Donc, je commence en général à 15 heures. C'est pour ça que tu nous vois ici maintenant. Donc, on est en train de faire la lecture toujours. Donc, je continue. Il dit, Maître Yondo Black, l'universitaire et l'intellectuel ne peuvent se satisfaire d'interpréter le monde. Il vient un temps où ils doivent le transformer. Powerful. Il vient un temps où ils doivent le transformer. Quand vous avez fini d'interpréter le monde, il s'appelle comment le monsieur là qui passe à Info TV? Niemek, Bruno, non, c'est pas Bruno Niemek, il s'appelle Niemek, je sais qu'il s'appelle Niemek. Blériot, autant pour moi. Blériot Niemek. Quand vous avez fini d'interpréter le monde, il faut le transformer. Vous ne pouvez pas passer le temps à vous mettre sur des plateaux télévisés. On dit, ben, vous êtes des consultants, c'est vrai. Mais, pardon, avant tout, vous êtes un citoyen camerounais. Et même si vous n'êtes pas partisan, quand vous avez fini d'interpréter le monde, il arrive un moment où vous devez commencer à le transformer. Et vous le transformez en prenant position des fois. Vous le transformez en menant des actions. Vous le transformez en prenant position quand vous voyez que la veuve et l'orphelin sont mis en mal. Vous ne vous contentez. Et que même s'il faut sortir pour cela, que vous sortiez aussi. S'il faut sortir marcher parce que une femme porte ses triplets, va à l'hôpital et ne rentre pas avec ces triplets-là, normalement, ça devrait chambouler la conscience collective. Ça devrait chambouler la conscience des universitaires et des intellectuels qui passent leur temps à interpréter le monde. Quand ils ont fini d'interpréter le monde, ils doivent le transformer. Ça, c'est la pensée de Maître Yondo Black. Et j'adhère à 2000%. Dans une Afrique où les urgences s'amoncellent et la terre promise n'apparaît toujours pas au bout de la longue nuit, la théorie doit être consubstantielle à la pratique. L'urgence de la pensée et l'urgence de l'action sont les deux versants d'une même temporalité. L'urgence de la pensée et l'urgence de l'action. Le professeur Maurice Kamto est parti de l'urgence de la pensée qu'il avait écrit pour nous à l'urgence de l'action. Il est sorti de l'interprétation du monde. Il est entré dans la transformation du monde. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait de dire que quand votre pensée ne peut pas être ne se prolonge pas en action, c'est que vous n'êtes pas en train de construire le monde. Vous êtes en train de l'interpréter et vous vous arrêtez à ce niveau-là. Professeur Maurice Kamto a fini d'interpréter le monde. Il a fait le choix de commencer à le transformer et il a mis la politique au Cameroun à un autre niveau. Ce n'est plus le niveau de ceux qui sont capables d'aller aux élections législatives simplement parce qu'ils veulent quelques postes de députés, alors qu'on sait très bien que la majorité obèsement obèse sera toujours celle du RDPC et que quelles que soient les bonnes actions qu'on peut vouloir mener, quels que soient les bons projets qu'on peut soumettre à cette assemblée-là, ils ne passeront jamais simplement parce qu'ils ne seront pas votés par ceux-là même qui sont là. Non pas pour les Camerounais, mais qui sont là pour consolider le pouvoir d'un grabataire de 92 ans. On ne part pas aux élections législatives, on ne part pas aux élections pour accompagner les gens. On part aux élections pour les battre parce qu'on a un projet et parce qu'on a l'intention d'appliquer son projet et rien que son projet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous aussi, moi je pense que d'une certaine manière, nous aussi qui sommes là, on est en train d'entrer dans cette... on est en train de passer de l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, on est déjà dans l'action. Et à titre personnel, je suis inscrite sur la liste électorale et je vais récupérer ma carte. Peu importe ce que ça me coûtera, ça m'a déjà coûté énormément de m'inscrire. Simplement pour m'inscrire sur la liste électorale, j'ai dû faire 5 fois aller et retour. Et voilà, à l'ambassade, ce n'est pas donné. Et donc, après ça, je vais voter. Et quand je vais voter, je vais rester à l'ambassade jusqu'à ce que je vois, comment on dépouille, qu'on me donne le résultat de cette élection-là. Et avant de partir, je vais me rassurer que si c'est le cas, là, dans l'ambassade où je suis, qu'on ait fait pareil dans toutes les autres ambassades du Cameroun, je sais pas dans quel pays, qu'on ait la tendance et que s'ils s'amusent à nous voler cette élection une fois de plus, on va défendre notre vote. On est en train de passer de l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action. L'action au Cameroun aujourd'hui urge. Et ceux qui n'ont pas compris que c'est urgent d'entrer dans l'action, ceux qui n'ont pas compris que à défaut de nous dire, ben, vous ne serez pas candidat, vous n'avez même pas de candidat, c'est les militaires qui doivent prendre le pouvoir, non. Nous, on est en train de quitter de l'urgence de l'action, de la pensée à l'urgence de l'action en portant plainte à des institutions que personne n'osait jusqu'ici.
Personne n'osait jusqu'ici leur tenir tête. On a des personnes au Cameroun aujourd'hui. Et quand je parle des personnes, on ne parle pas que des gens du MRC. Il y a des gens de la société civile au Cameroun qui portent plainte à ces instances-là. C'est pour leur dire, il arrive un moment où nous avons fait le choix de passer dans l'action pour transformer et pour reconstruire ce pays. Je continue. Donc cette partie, et Maître Yondo Black nous dit, hein, voilà, l'urgence de la pensée et l'urgence de l'action sont tous les deux des versants de la même temporalité. C'est très important. Et il continue en disant ceci. Toutefois, observe-t-il, on ne peut appeler à l'urgence de la pensée sans évoquer la question cruciale de son cadre temporel et historique. Quel état? Pour Maurice Kamto, la problématique de l'adéquation entre la forme de l'État et le projet sociétal collectif est vitale pour la renaissance des sociétés africaines en général et la société camerounaise en particulier. Il y a à ses yeux urgence de la pensée. Il y a à ses yeux urgence de la pensée parce que l'État africain post-colonial a maintenu les consciences citoyennes dans un état d'hibernation devenu un handicap majeur pour le déploiement de l'Afrique dans un monde en mouvement et en émulation. Et quand il parle de ça, Maître Yondo Black, il a attiré notre attention sur le rôle justement de la presse et des médias parce que c'est eux le quatrième pouvoir. Et il dit que dans l'urgence de la pensée, il y a aux yeux de Maurice Kamto le fait que les États postcoloniaux ont tout fait pour maintenir les citoyens dans un tel état d'hibernation que cet état d'hibernation est devenu un handicap majeur pour le déploiement de l'Afrique. Il ne parle pas que du Cameroun, pour le déploiement de l'Afrique dans un monde en mouvement. Le monde change et en émulation. Les Africains ne peuvent plus s'offrir le luxe de rester dans la léthargie. On ne peut plus s'offrir le luxe de rester là et dire on va faire comment? Dans un monde qui change, dans un monde où le capitalisme bouffe les plus petits. Et voilà, on ne peut plus se permettre, on ne peut même plus s'offrir ce luxe-là. On l'a fait pendant 42 ans. Les Camerounais n'ont plus le droit de laisser que cette mascarade continue. Si on le laisse, si on laisse continuer, ça veut dire que nous sommes des personnes qui continuons à rester dans l'urgence de la pensée, mais qui ne passent jamais à l'urgence de l'action. Parfois même pas, hein, parce que l'urgence de la pensée aussi, il faut comprendre ce que c'est que l'urgence de la pensée. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables de comprendre ce que c'est que l'urgence de la pensée. Ils sont nombreux ici sur TikTok avec nous. Pendant qu'on parle du Cameroun, eux, ils parlent de leur tribu. Pendant qu'on parle du Cameroun, eux, ils parlent de leur petit village. C'est-à-dire que ils sont arrivés en bain, ils ont voyagé, mais ils ne voient le monde que comme un petit village, le petit village dans lequel ils ont grandi, dans les arbres et tout. C'est comme ça qu'ils voient le monde. On parle de la mondialisation, on parle je sais pas, on parle du monde en fait. Mais lui, il est dans le monde, mais dans sa tête là, il est dans un tout petit village comme ça. Et quand il pense à l'évolution d'une société, c'est d'abord l'évolution de son petit village. Si tu le sors de là, il est complètement perdu. Il y a des gens comme ça aussi. Bonjour à tous ceux qui viennent de venir. On est en train de lire le livre de Maître Yondo Black. Et maintenant, Maurice Kamto. Bonjour. Bonjour Sonny. Moi, j'ai un exemple parfait. J'entre tout droit. En fait, j'ai utilisé le mot fracassant en disant que Francine Ngannou pense à l'échelle de bâti. Parce que quand il finit de taper les gens partout pour vivre, il vit que pour bâtir. Parce que quand Francis Ngannou est au Cameroun, tout ce qu'il fait, c'est bâtir. Parce qu'il y a ceux qui pensent dans l'exemple tordu là du tribalisme, du repli identitaire et tout. Mais c'est ma copine qui, c'est pas de quoi on parlait. Gaëlle me dit, Francine Ngannou, pour lui le Cameroun c'est bâtir. Et on a éclaté des rires. Ce monsieur vit dans bâtir. Et quand tu dis ça, qu'il y a qui sont sortis, qui font des grandes choses, mais qui ne vivent qu'à l'échelle de leur village, j'ai pas dit qu'il était tribaliste. Pour moi, c'est un exemple. Il y a quelques jours, elle me disait ça il y a une semaine. On parlait de quelque chose, elle a parlé de ça, elle a dit, là, go. Francine Ngannou vit à l'échelle, le Cameroun c'est bâtir. Tout ce qu'il fait, c'est bâtir. Il ouvre un orphelinat, c'est bâtir. Il fait cela, c'est bâtir. Quand il traverse le Simalien, c'est bâtir. Quand on le voit encore dans les photos, c'est qu'elle avait les sardinats de luxe et tout ça. Et je dis bien, je l'associe pas au tribalisme. Je fais mon micro.
Ok, on continue. Donc, ces gens-là doivent migrer. Ils doivent entrer dans le monde de la société, de l'État, de la nation. Donc, et Maurice Kamto disait, démission ou cynisme, le silence règne à la faveur d'une conspiration générale. Les générations précédentes se déchargent honteusement sur les générations suivantes, et ainsi de suite. Philosophie du ventre et aplaventrisme philosophique. L'idéal a déserté le champ de nos rêves stériles. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est tout de suite. Je recommence. Démission ou cynisme, le silence règne à la faveur d'une conspiration générale. Les générations précédentes se déchargent honteusement sur les générations suivantes, et ainsi de suite. Philosophie du ventre et aplaventrisme philosophique. L'idéal a déserté le champ de nos rêves stériles. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Fin de citation. C'est parce que le conformisme intellectuel et la docilité religieuse au pouvoir établi sont devenus les normes comportementales dans l'État public que l'Afrique n'a guère réalisé ses rêves légitimes de grandeur qui resplendissaient naguère sous le soleil des indépendances, entre guillemets. L'opportunisme carriériste, la politique du ventre, l'accumulation kleptocratique des biens matériels tiennent lieu d'idéaux. À l'ombre d'un État dévoyé dont le discours officiel de son leader autoproclamé est devenu parole d'évangile. D'où ce constat désabusé de Maurice Kamto qui dit ceci. Bien penser aujourd'hui en Afrique, c'est savoir couler ses élucubrations dans le moule du discours officiel. Bien penser aujourd'hui en Afrique, c'est savoir couler ses élucubrations dans le moule du discours officiel. Seulement, la pensée, elle, est rebelle à tout enfermement. C'est pourquoi elle est nécessairement subversive, dans la mesure où elle est interrogation renouvelée sur le sens, remise en question permanente, appel constant au dépassement, tension vers l'avenir. En décidant sa mise à mort, nous avons dressé du même coup l'acte de décès de la démocratie. Nous avons brisé le ressort du progrès de notre civilisation. Je vois en effet dans l'embastillement de la pensée la raison première de l'enlisement de nos sociétés dans l'ornière du non-développement. Fin de citation. Ça, c'est le professeur Maurice Kamto qui dit, il faut qu'on lise l'urgence de la pensée. Il faut qu'on lise ça. Il faut vraiment qu'on lise l'urgence de la pensée. Je recommence ça. Bien penser aujourd'hui en Afrique, c'est savoir couler ses élucubrations dans le moule du discours officiel. Seulement la pensée, elle, est rebelle à tout enfermement. C'est pourquoi elle est nécessairement subversive, dans la mesure où elle est interrogation renouvelée sur le sens, remise en question permanente, appel constant au dépassement, tension vers l'avenir. En décidant sa mise à mort, nous avons dressé du même coup l'acte de décès de la démocratie. Nous avons brisé le ressort du progrès de notre civilisation. Je vois en effet dans l'embastillement de la pensée la raison première de l'enlisement de nos sociétés dans l'ornière du non-développement. Fin de citation. Ahmed Yondo Black dit, parti nation, parti peuple, parti État, le parti unique aurait été, durant 3 décennies, le lieu par excellence de la stérilisation des esprits, au prétexte de renforcer la cohésion nationale et de conduire efficacement les peuples africains vers le progrès. Au moment où, dès 1989, les peuples africains, dans un sursaut démocratique panafricain, dressent l'acte de décès de cette camisole de force, Maurice Kamto n'y voit pas que la mise à mort d'une forme d'organisation partisane désuète. La faillite du parti unique est d'abord la faillite de l'État africain post-colonial tel qu'il l'a vécu au lendemain des indépendances. Le parti unique
était en réalité le porte-voix démagogique attelé à la sacralisation d'un pouvoir personnel, autocratique et tyrannique. Pour parvenir à cette réification des consciences citoyennes, souligne Maurice Kamto, le peuple doit prendre en souveraineté ce que le leader autoproclamé, omniscient et omnipotent, gagnait en révérence et en allégeance factice ou sincère. Je reprends cette partie. Pour parvenir à cette réification des consciences citoyennes, souligne Maurice Kamto, le peuple devrait perdre en souveraineté ce que le leader autoproclamé, omniscient et omnipotent, gagnait en révérence et en allégeance factice ou sincère. Et voici ce que Maurice Kamto dit. Victime de la bêtise, captif de son aveu d'or, le peuple en vient à perdre son sens du vrai au profit de l'illusion permanente. Il se grise de la drogue dure des slogans politiques. Vous savez tous, les grandes ambitions, les grandes réalisations, et que sais-je encore. Il se nourrit des mots. Et vite, il est pris au jeu. Multiplié en mobilisation et danse populaire pour ajouter toujours plus au faste des festivités dérisoires, il ne sait plus quand il a faim, ni quand il les répue. Tout lui est prétexte pour dire sa reconnaissance infinie. Nous remercions le chef de l'État pour ceci. Grâce à la magnanimité du chef de l'État, des gens sont dans des situations précaires, des gens perdent leur vie. Et qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur envoie quelques bidons d'huile d'arachide, quelques seaux, et on met la photo du président là, et on leur dit, c'est grâce à la bonté, à la grandeur du président de la République, nous vous apportons cela. Le don du chef d'État. Les dons du chef de l'État. Les dons du chef de l'État. Et les gens ne se posent jamais la question de savoir pourquoi parle-t-on de dons quand il s'agit d'un chef de l'État? Où est-ce qu'il prend tout cet argent pour faire des dons? Parce que quand on parle de dons, ça voudrait dire, ça stipulerait que vous sortez l'argent de vos poches pour offrir quelque chose à quelqu'un. Mais on nous parle de chef de l'État, de ce qu'il fait comme des dons. Ça veut dire que normalement, il est tellement riche, c'est Crésus, il doit avoir tellement d'argent que chaque fois que les Camerounais ont un petit problème, il va là-bas, il prend un peu et il leur fait des dons. Or, c'est avec l'argent du contribuable qu'il fait ce qu'il fait. Donc, normalement, ça ne devrait pas s'appeler des dons. Ce ne sont pas des dons. Et quels dons même? C'est ça la vraie question. Quels dons même? Je continue.